Bonjour et bienvenue à notre troisième et notre dernière partie de notre stage des éducateurs 2020. Mon nom c'est Kevin Mendes-Duarte, je suis le directeur technique ici à l'ARES-Lanaudière. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé nos deux premières parties qui ont été déjà publiées. Donc la première partie, on a parlé de l'importance de créer une culture, comment est-ce qu'on crée une culture à l'intérieur de notre organisation, notre club, notre staff technique, notre équipe, peu importe, notre groupe de travail. Donc, l'importance d'aller toujours chercher le pourquoi avec de ce qu'on fait. Donc, je t'ai rejoint de Mike Sevo et d'Adam Bablis, deux membres de notre staff technique ici à l'ARES. Et notre partie numéro 2, où on était rejoint par notre ancien directeur technique et maintenant l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, l'équipe U17, Jason Di-Tullio. Avec Mike Sevo, on a discuté ensemble un peu, c'est quoi le rôle de l'éducateur moderne? Quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qu'on doit aller chercher quand on est sur le terrain. Et bien, on a vu aussi c'est quoi la différence entre un éducateur, un entraîneur. Donc tout ça a été abordé dans notre deuxième partie. Et maintenant, ça nous amène à notre troisième partie où nous allons parler un peu plus de qu'est-ce que c'est la reconnaissance des clubs, quelles sont les grandes lignes associées. Sûrement vous avez entendu parler ou dans votre club il y a déjà des changements qui sont en train de prendre forme. Donc tout ça, on va discuter un peu ça ensemble. Ensuite, on a Mike Vitulano, le responsable de Soccer Québec à la formation des éducateurs, qui va nous présenter un peu c'est quoi l'approche holistique en termes d'éducateurs. Donc comment adopter une approche, pourquoi c'est important d'adopter une telle approche. Donc tout ça c'est lié avec un peu les principes de la reconnaissance des clubs et d'un centre de développement du club. Et cette troisième partie-là, justement, on va parler un peu, qu'est-ce qui se passe dans la région, qu'est-ce que c'est un CDC. On va avoir des commentaires de certains directeurs techniques par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe dans leur club. Donc tout ça, c'est à venir dans les prochaines minutes. J'espère que vous allez rester avec nous et bien sûr que vous allez bien apprécier cette troisième vidéo. Donc, la première chose qu'on va parler, c'est le programme de reconnaissance des clubs. Je ne vais pas aller en détail parce qu'il y a toute l'information qui est disponible sur le site de Soccer Québec. Donc, si tu cliques sur reconnaissance des clubs, il y a plein d'infos, tous les détails. Et comme c'est un stage des éducateurs, je voulais plus prendre l'approche de qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'éducateur, le programme de reconnaissance des clubs. Donc, premièrement, pour les personnes qui ne le savent pas, le programme de reconnaissance des clubs, c'est une initiative qui vient de Soccer Canada. Donc, c'est pas juste Soccer Québec, c'est pas Soccer Québec, c'est pas l'ARES-Lanaudière qui est en train de mettre en place des nouveaux standards et tout. C'est vraiment une approche de tout le pays qu'on est en train d'un gros changer le système de soccer. Donc, on veut que le soccer soit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus inclusif, sécuritaire et que tout le monde travaille dans la même direction pour la première fois, qui n'est pas le cas en ce moment où tout le monde tous les clubs peuvent opérer comme ils veulent. Tout le monde a accès aux mêmes compétitions, peu importe le travail qu'on fait, la grandeur, les ressources que nous avons comme club. Donc vous, comme éducateur, vous êtes en train de vivre maintenant peut-être dans vos clubs déjà un changement envers le programme de reconnaissance des clubs. Donc un des plus grands changements pour vous, l'éducateur, c'est de comprendre que vous êtes plus, on n'est plus l'entraîneur d'une équipe. Donc on fait partie d'un staff, on fait partie d'une équipe, d'un club, excusez. Donc, c'est comme un club professionnel. Donc, je travaille pour tel club, l'Impact de Montréal, le Real Madrid, peu importe. Ça se peut que cette année, j'entraîne telle âge catégorie de joueurs ou de joueuses et l'année prochaine, je vais coacher un autre ou je reste avec toujours les mêmes catégories d'âge. Mais on n'est plus nous et notre équipe. On fait partie d'une plus grande structure qui est notre club de soccer. Et notre club de soccer, ils ont des standards très, très définis, spécifiques, et selon les différentes reconnaissances ça existe, donc une reconnaissance de club de soccer de qualité, donc une reconnaissance assez simple dans le sens que c'est un club communautaire, on offre le service, c'est là chaque été, on s'amuse, that's all. Et ensuite, on a des reconnaissances un peu plus élevées dans le sens que les standards, ça monte une coche. Donc, on parle de la reconnaissance régionale, provinciale et un club qui a la reconnaissance nationale. Donc, tout qui vient avec les standards, c'est beaucoup plus d'exigences que le club doit respecter
Sinon, le club va perdre cette reconnaissance-là. Et les compétitions vont maintenant faire partie de ce même pensée-là. Donc, on n'est pas tous dans le même bateau. T'es vraiment juste en train de jouer dans l'environnement tu sais que tes adversaires vont avoir le même sorte d'environnement que vous comme club. Donc, c'est tous les clubs de soccer de qualité, mais eux, ils vont avoir eux, ils vont compétir contre d'autres clubs de soccer de qualité qui ont les mêmes standards respectés, comme un club national qui va jouer dans des ligues où c'est juste des équipes nationales ou des équipes nationales et provinciales qui sont toutes en train de travailler dans le même sens avec les mêmes exigences. Donc là, c'est plus comme dans l'ancien système où, ça se peut que dans un club, mon équipe, j'ai qualifié une équipe pour le 3A et pour 3 prochaines années, les cohortes qui s'en viennent, on les qualifie pas et là, on n'est plus élite. Et là, c'est vraiment le club, c'est reconnu comme un club élite, donc un club national ou un club provincial ou un club de soccer de qualité. Donc, sans aller trop en détail maintenant, donc vous, comme éducateur, vous êtes en train de vivre des changements, notamment un centre de développement du club, qu'on va parler dans quelques instants. Donc, juste avant, comme éducateur, c'est important de maintenant adopter un esprit beaucoup plus ouvert quand on est sur le terrain avec nos clubs. Et une de ces approches-là, c'est l'approche holistique. Je donne la parole maintenant à Mike Vitulano de Soccer Québec de nous expliquer un peu plus pourquoi c'est important d'adapter une telle approche. Bonjour, mon nom est Mike Vitulano, je suis le responsable à la formation des éducateurs à Soccer Québec. Voici une présentation sur le développement du joueur, une approche holistique. Pour aider à définir l'approche holistique, on commence avec l'approche des systèmes dynamiques. Il y a 6 structures qui définissent l'être humain ou le joueur, la joueuse dans notre cas. La structure de conditionnement, la structure créative expressive, structure coordinative, structure socio-affective, structure émotionnelle volitive et structure cognitive. Chaque structure est interreliée dans un système hyper complexe. Toutes les structures travaillent simultanément, mais avec une prédominance de l'une ou de l'autre selon la tâche ou l'objectif à accomplir. Ce visuel se résume bien par « le tout est plus que simplement la somme de ses parties ». À gauche, l'approche traditionnelle, c'est la somme de ses parties, A, B et C. À droite, l'approche des systèmes dynamiques, c'est comment A, B et C coexistent, travaillent ensemble pour faire en sorte que D soit une composante additionnelle qui vient de la synergie entre les 3 autres. L'approche holistique est une approche globale du développement. C'est basé sur l'idée que le tout est plus que seulement la somme de ses parties. Tous les aspects de la vie d'un individu ont une influence sur celui-ci, dans un système très complexe. L'approche holistique tient compte de tous les facteurs déterminant la performance et au développement. Exemple, l'école, la famille, les amis, les activités, le sport, etc. L'approche holistique tient compte du développement de la personne comme un tout et non seulement un individu. Donc, tel que mentionné précédemment, la théorie des systèmes dynamiques en entraînement sportif est basée sur l'approche holistique. Des 6 structures du système dynamique, on retient en soccer 4 sphères de développement qui vont englober tous les éléments à travailler. Émotionnel social, les éléments sociaux reliés aux relations avec partenaires et la capacité à jouer dans une équipe. Physique, capacités qui permettront aux joueurs d'être performants d'un point de vue physique. Technico-tactique, les éléments tactiques et techniques qui doivent être maîtrisés par le joueur. Mental, les éléments de confiance en soi et de développement personnel. D'un point de vue sportif, les entraînements ou exercices peuvent être axés sur une sphère de développement, mais tous les autres sont également concernés. Ça revient à la théorie des systèmes dynamiques. On n'entraîne pas les facteurs de performance de manière isolée. Tout doit être contextualisé. On commence avec la sphère émotionnelle sociale. Vous voyez ici, c'est juste un exemple,
4 grandes catégories ont été déterminées: l'environnement, travail d'équipe, responsabilité, relations entre les joueurs et les joueuses. Pour ce coin-là, pour cette sphère-ci, c'est important de comprendre que souvent, l'environnement extérieur du soccer pour le jeune a un impact sur ce côté-là. Donc, tout ce qui se passe à la maison, à l'école, avec les amis, pourrait avoir une incidence sur la façon qu'il réagit pendant les entraînements et les matchs dans un contexte de soccer. La sphère physique, donc le développement de la littératie physique. Selon l'Association internationale de littératie physique, la littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Donc, en 4 grandes catégories, ça se définit comme suit. La motivation et la confiance. Donc, la motivation et l'enthousiasme des jeunes à connaître du succès dans des activités en apprenant. Le savoir et la compréhension, donc d'identifier et d'exprimer les qualités essentielles qui influencent le mouvement. La compétence physique, donc de maximiser son éventail de compétences physiques. Et finalement, l'engagement dans l'activité physique pour la vie, donc de choisir librement d'être actif de façon régulière. On continue avec la sphère physique et ça se résume en disant que les personnes ayant une bonne littératie physique ont plus de confiance en soi et une bonne littératie physique permet de s'engager avec plus de motivation vers l'excellence ou à plus long terme. Donc en bas, on voit un exemple qui serait applicable pour disons des 6 à 12 ans, garçons ou filles, où il y a 3 étapes dans leur développement physique. C'est la littératie physique d'abord et le développement moteur, suivi par la coordination spécifique à son sport, donc pour nous, le soccer évidemment, et ensuite la vitesse spécifique à son sport, donc dans la prise de décision, vitesse d'exécution, vitesse de réaction et tout ça. Donc pour des jeunes, imaginez les fondamentaux qu'on doit leur donner afin qu'ils développent cette confiance et qu'ils demeurent actifs à plus long terme dans leur vie si on donne une bonne base tôt dans leur développement. La sphère mentale. C'est l'aspect qui a un très, très grand impact sur le développement du joueur et surtout sur son succès et ses performances. Donc, que ce soit dans une activité, un entraînement complet ou un match, les joueurs sont constamment confrontés à des situations qu'ils doivent gérer. Ils peuvent agir ou réagir ou même être proactifs par rapport à ces situations-là et doivent démontrer des réactions. Ici, on voit 3 exemples: confiance en soi, résilience et évaluation du risque, mais il existe beaucoup plus de contenu par rapport à cette sphère mentale et les situations différentes auxquelles font face les joueurs et les joueuses. Et finalement, la sphère technico-tactique, donc celle qui implique évidemment le jeu, donc les éducateurs ainsi que les joueurs et joueuses adorent cette sphère-là, c'est la plus importante. Donc, si on commence avec marquer des buts, le jeune joueur, joueuse aime avoir le ballon et marquer des buts. Cet aspect, donc, doit être mis de l'avant. Il ne faut pas hésiter à mettre l'emphase sur le fait qu'il faut marquer des buts. Mais attention, parce que les buts est un résultat d'une action collective. Défendre notre but, donc d'empêcher l'adversaire de marquer un but, est un état d'esprit qui doit être transmis aux joueurs et aux joueuses à un bas âge. Bloquer un but doit être aussi valorisant que de marquer un but. Les moments de transition, donc on cherche à empêcher un adversaire de marquer dès que notre équipe perd le ballon, et on cherche aussi à profiter du déséquilibre de l'adversaire lorsqu'on récupère le ballon. La réaction dans le changement de phase doit être le plus rapide possible. Donc, pour marquer des buts, on parle de se déplacer avec le ballon, de maîtriser le ballon, de frapper le ballon. Pour défendre notre but, tacler, de gérer des duels différents, le marquage. Donc, les techniques en soccer correspondent à l'éventail des outils qu'un joueur possède pour lui permettre de s'exprimer dans le jeu et d'atteindre les 2 principaux objectifs, qui est de marquer des buts et de défendre notre but. Les 3 sphères, physique, mentale et sociale, émotionnelle, sont très importantes et ont un très gros impact sur la sphère technico-tactique. On ne peut pas seulement isoler le travail qui est fait
tactiquement ou techniquement que les joueurs, il faut considérer vraiment les trois autres sphères pour que les joueurs, encore à l'aide d'une synergie et un développement holistique, connaissent encore plus de succès. Donc, savoir qu'est-ce qu'ils travaillent mentalement, physiquement et socialement devient un facteur très important dans le développement du joueur quand on parle de son côté technico-tactique. Donc, quelles sont les priorités et l'importance qu'on doit donner à différentes compétences selon les sphères de développement? Donc ici, on regarde un exemple, et c'est vraiment juste un exemple pour les U7 à U9, le stade des fondamentaux. Du côté technico-tactique, voici un exemple, maîtrise du ballon élevée en termes d'importance, attaque-défense individuelle aussi très élevée, passe courte beaucoup plus faible, dans le sens où à ces âges-là, jusqu'à l'âge de 8-9 ans, les joueurs sont très égocentriques et veulent que le ballon, qui représente leur jouet, leur appartient à eux seulement. Donc, dans les passes courtes, où il y a une initiation peut-être aux passes, mais sinon, c'est vraiment sur le dribble, la conduite, le joueur et le ballon. La finition, les joueurs doivent comprendre aussi c'est quoi marquer un but, comment tirer, mais encore, c'est le joueur et le ballon. Et il y a une case vide pour vous démontrer qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez placer comme priorité pour ces groupes d'âge-là dans la sphère technico-tactique. Pour le physique, évidemment, les habiletés motrices et coordination sont fondamentales. On a parlé de la littératie physique tantôt. Et j'ai voulu mettre l'exemple de l'endurance qui ne doit pas être travaillée à ces âges-là. Donc, on pourrait facilement le retirer, mais c'est pour vous montrer l'exemple qu'il y a des composantes physiques qu'on ne travaille pas à certains âges. Le côté mental, l'amour du soccer, l'engagement, la concentration, à ces âges-là, on veut les aider à se concentrer sur des exercices, sur des tâches qu'ils ont à accomplir individuellement. Et finalement, le côté émotionnel social, c'est de leur donner une expérience positive et de commencer à initier un peu la coopération. Et la coopération, pas dans le sens où c'est le jeu tactique et le jeu avec ses partenaires et adversaires, mais plutôt la coopération de travailler avec un partenaire pour accomplir des tâches données. Je pense que c'est intéressant. Une compétence comme la cohésion d'équipe est aucunement importante à ces âges-là. Voici un autre exemple pour les U13 et 14, et vous voyez, sans que je vous les lise tous, c'est très différent. Donc, un jeune adolescent doit, lui, vivre des compétences technico-tactiques, physiques, mentales et émotionnelles sociales différentes. Okay? Quelques exemples seraient dans le physique. La répétition d'efforts est quelque chose qu'il faut commencer à évidemment travailler. Pour le social-émotionnel, la cohésion d'équipe devient importante. Là, les joueurs sont dans des championnats et essaient de démontrer de très bonnes performances comme équipe. Donc, il faut une cohésion d'équipe. Et il y a plein d'autres exemples. Encore, ça demeure un simple exemple, mais pour vous, comme éducateur ou comme club, quelles sont les priorités que vous mettez de l'avant pour chacune des sphères, dépendant de l'âge? Notre rôle comme club ou éducateur, si on veut offrir un environnement idéal pour le joueur, où ce qui peut vivre un climat d'apprentissage, de plaisir et où ce qui peut aussi performer, comme club ou éducateur, nous devons créer le meilleur environnement pour lui en concevant des séances d'entraînement qui sont pertinentes, en créant un environnement d'apprentissage positif, et souvent celui qu'on fait beaucoup moins, c'est de fournir aux participants des commentaires et des rétroactions. C'est une partie fondamentale pour que le joueur ressente qu'il y a vraiment une progression. Ça va développer sa motivation intrinsèque de dire comment est-ce que je peux m'améliorer de semaine en semaine, de mois en mois pour devenir un joueur de plus haut calibre. Si on regarde des exercices spécifiquement et on compare la répétition et la représentation holistique, okay? Donc, dans des exercices qui sont des exemples pour des U9, si on a la passe à deux, donc contrôle et passe, on fait face, on est entre les cônes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de répétitions, mais la représentation holistique, elle est beaucoup plus basse. Le prochain exercice, un exercice en ligne, où il y a une ligne d'attente, dribble entre les cônes, peut-être moins de répétitions à cause de la ligne d'attente, et une faible aussi représentation holistique. Ensuite, une forme de jeu, ça peut être un jeu de stop-ball, ça peut être avec des petits buts, peu importe, mais c'est un 3 contre 3. Donc, la répétition est quand même haute parce que c'est un ballon pour les 6 joueurs, donc le contact sur le ballon est assez bon. Et il y a une représentation holistique beaucoup plus haute.
Si on regarde la même situation pour les U9 ou ce qui jouent dans des matchs 7 contre 7, c'est à plus basse répétition, évidemment parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs pour un seul ballon, mais il y a une représentation holistique qui est quand même haute, car le joueur doit, lui, vivre des situations qui comportent les 4 sphères. La question est la suivante, c'est si on regarde pour chaque exercice les 4 sphères, c'est qu'est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler techniquement, mentalement, physiquement et social-émotionnellement. Si je regarde en haut à gauche l'exercice de passe à 2, c'est sûr que si, comme éducateur, je veux demander une exigence mentale de concentration pour que la première touche soit vers un cône, il y a un crochet et je remets, c'est sûr que je peux amener une composante mentale qui est très haute. Techniquement, il y a quand même une bonne répétition. Physiquement, je peux demander certains mouvements pendant que le ballon voyage vers son partenaire. Et émotionnel, social, c'est comment est-ce que je travaille avec mon partenaire pour réussir l'exercice. Donc, chaque exercice, dépendant de comment vous l'animez comme éducateur, va amener des composantes différentes. C'est pas vrai de dire que les exercices à gauche, il faut absolument pas les faire. Il faut simplement pas les faire si on n'est pas capable de les animer d'une façon où ce que les joueurs sont capables d'en ressortir des composantes et des compétences intéressantes dans les 4 coins, dans les 4 sphères de développement. Si on regarde des exemples d'exercices, à gauche, une colonne sur 3 exercices de passe, à droite, une colonne sur 3 exercices de dribble. En haut, on voit les exercices, disons, traditionnels isolés. Au milieu, holistique. Et un peu plus bas, holistique représentatif. La définition de représentatif, c'est simplement de dire que ça se rapproche de qu'est-ce qu'un joueur pourrait vivre en situation de match. Donc, si on prend l'holistique rondo 5 contre 2 pour la passe, dans un match, on va rarement être dans un carré à 5 contre 2 et on va se passer le ballon. Tandis que juste en dessous de celui-là, jeu de possession à 5 contre 5 avec l'objectif de trouver les appuis, là, c'est un peu plus directionnel. Donc, je conserve le ballon au centre et j'essaie de trouver mon partenaire qui se retrouve vers l'avant, disons, et dès qu'il a le ballon, il peut le remettre. Je peux jouer avec les joueurs de soutien en bleu qui sont sur le côté, mais ça se rapproche du match. Même chose du côté droit, où ce qu'on part d'en haut, un peu plus traditionnel, où ce qu'il y a quand même des composantes qu'on peut travailler avec des joueurs, mais en bas, quand on parle de holistique représentatif, là, c'est un jeu de stop ball à 6 contre 6, et ça se rapproche à cause de la direction, ça se rapproche et des adversaires, ça se rapproche du match. Comme directeur technique de club, ou même comme éducateur, cet exercice vous permet de décrire un peu votre joueur ou votre joueuse idéale. Prenons l'exemple d'un joueur qui a fini 4 ou 5 années dans le CDC de U8 à U12, mais rendu à U12, quelles sont les compétences qu'il a développées du point de vue des 4 sphères de développement? Évidemment, c'est facile à énumérer toutes les qualités ici, mais ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être réaliste par rapport à votre expérience d'éducateur ou directeur technique. Vous connaissez les joueurs. À quel point vous voulez les amener de vraiment performer dans ces 4 coins de développement, des sphères de développement. Et encore plus loin de ça, quelles sont les actions ou comment changez-vous votre planification technique pour faire en sorte qu'à la fin du CDC, exemple, à U12, que les joueurs atteignent ces objectifs-là ou atteignent ces compétences-là des 4 sphères de développement. Pour les directeurs techniques de club, voici une simple idée de comment vous pouvez séparer toutes les compétences à travailler selon les sphères de développement dans l'approche holistique, selon les groupes d'âge ou les stades de développement. Donc, ceci peut servir comme une idée pour vous, un outil de travail, pour vraiment tout planifier ce que doit vivre et acquérir un joueur ou une joueuse au cours de sa carrière dans le club. Évidemment, c'est un document qu'on ne crée pas en un mois ou quelques mois. C'est un document évolutif qui prend du temps et des années à vraiment peaufiner et améliorer et doit constamment être évolutif afin qu'on soit toujours arrimé avec les exigences du joueur de plus haut niveau. Finalement, ici, un exemple, un autre canevas vide, où ce qu'on a pris un exercice, donc le fameux rondo à 5 contre 2 dans un carré, et on s'est dit, OK, pour les joueurs bleus, donc les carrés bleus, et les joueurs rouges, les carrés rouges, pour chaque sphère de développement, qu'est-ce qui est travaillé? Qu'est-ce que le joueur vit
du côté technico-tactique, social-émotionnel, mental et physique. Et c'est quoi les compétences qu'il va aller chercher dans cet exercice-là? Et de là, ça va vous amener à réfléchir comme éducateur, quelles sont mes attentes par rapport aux joueurs pour les 4 sphères de développement dans le développement holistique. Ceci conclut la présentation sur le développement du joueur, une approche holistique. En plus de la théorie, notre objectif était de vous faire réfléchir sur l'importance de cette approche et comment elle peut guider votre travail avec les joueurs et les joueuses. Merci et bon succès à tous. Un grand merci à Mike pour son temps et sa présentation. Très, très, très intéressant comme sujet et quelque chose que sûrement vous, comme éducateur, vous pouvez déjà penser à comment adapter une telle approche dès demain ou ce soir quand vous allez sur le terrain. Quand on parle de la région maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le programme de reconnaissance, tous ces changements qui sont bien. Donc ici à la région, comme on l'a présenté dans la première vidéo, on est 14 clubs. Parmi les clubs, on a des clubs qui ont appliqué pour des licences soccer de qualité, on a des clubs qui ont appliqué pour d'autres licences. Nous avons 2 nouveaux clubs ici à la région. Donc le premier c'est le club de soccer Lanaudière Nord, qui c'est une fusion du club de soccer Joliette, de Laser de Joliette, excuse-moi, et de l'Assomption, qui sont mis ensemble, qui forment cette identité de Lanaudière Nord. Donc on met les ressources ensemble et on gère tous les membres associés à ces 2 clubs-là en lien avec les exigences, avec la reconnaissance qu'on va obtenir. Et nous avons aussi un nouveau club dans le sud de notre région, donc l'Union Lanaudière Sud, qui est un regroupement des clubs de soccer de Mascouche, Repentigny et de l'association soccer de Mascouche, excuse-moi, le club soccer de Repentigny, le club soccer de Terrebonne. Donc, ces clubs-là existent toujours, mais non, le club de Union, c'est vraiment un club qui va chapeauter un peu les 3 clubs. Donc, le prochain à parler, c'est M. Sylvain Rastello, c'est le directeur technique de l'Union qui va nous parler un peu de qu'est-ce qu'ils font à l'Union et comment ils gèrent le programme CDC et comment vous êtes important, comment ils voient les éducateurs à l'intérieur de leur club. Bonjour chers amis éducateurs et bienvenue à ce stage pour les éducateurs. Pour la région Lanaudière, je suis tout nouveau dans la région Lanaudière. Je commence à la découvrir et à l'apprécier. Je veux juste m'assurer aujourd'hui d'amener ma petite participation à ce stage. Donc je m'appelle Sylvain Rastello. Je suis le nouveau directeur technique d'un tout nouveau club qui s'appelle l'Union Lanaudière Sud, donc qui a été fondé par 3 clubs qui sont Terrebonne, Repentigny et Mascouche. Donc ces 3 clubs ont formé une nouvelle entité qui s'appelle l'Union Lanaudière Sud. Donc, et nous essayons, comme tous les autres clubs de la région, d'obtenir une reconnaissance la plus adaptée possible à nos ambitions et à la qualité de nos infrastructures et de nos intervenants. Je vais vous parler particulièrement de la phase, je dirais, la plus importante pour l'Union Lanaudière Sud et probablement pour tout le monde, qui sont les CDC, donc les centres de développement de clubs, qui touchent les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, sont pour moi la pierre angulaire de tous les programmes de clubs et particulièrement l'Union Lanaudière Sud. Donc les 3 CDC, nous allons avoir 3 CDC, un à Mascouche, un à Repentigny et un à Terrebonne, donc dans chacun des secteurs. Ces 3 CDC ne forment qu'un en réalité. C'est le CDC de l'Union Lanaudière Sud et donc la programmation, les thèmes, les contenus, l'organisation, la structure même sera identique dans les 3 secteurs. On veut le plus possible ne pas délocaliser les jeunes, donc d'avoir une infrastructure le plus proche de leur domicile, donc de respecter les secteurs, les 3 secteurs fondateurs de l'Union, et d'avoir donc un CDC à 3 têtes, je dirais, un CDC qui est délocalisé sur 3 sites bien distincts, avec un personnel qui est déjà aguerri. Donc à l'intérieur de ces structures-là, vous aviez déjà des directeurs techniques avec tout un staff.
Ces gens-là, je vais m'appuyer sur eux, bien sûr, sur leur connaissance du milieu, sur leur connaissance de la région, sur leur connaissance de la clientèle, pour bâtir donc ce gros CDC qui va servir de fondation au club de l'Union Lanaudière Sud. Le rôle des éducateurs, donc de ces staffs-là, va être complètement différent par rapport à ce qui était connu dans le passé. On connaissait principalement des éducateurs qui étaient attribués et attitrés à une équipe. Maintenant, les éducateurs qui vont travailler, et vous voyez que j'emploie le mot éducateur et non plus entraîneur, donc les éducateurs qui vont travailler dans les CDC vont voir plusieurs jeunes et ne seront pas attitrés à une équipe. Donc ça va permettre aux jeunes joueurs d'avoir plusieurs façons d'être coachés et non pas juste une. Et ça va permettre aussi aux éducateurs de mieux être intégrés à l'intérieur d'une structure de club, une réelle structure de club qui est sous une forme verticale, et non plus horizontale où on a des équipes qui sont les unes à côté des autres, mais un club avec une continuité de service qui fait en sorte que quand on passe de la catégorie 9 ans et qu'on arrive dans les 10 ans, les 10 ans savent déjà ceux qui coachaient les 10 ans, ils savent ce qui a été fait en 9 ans, tout le monde se connaît et un petit peu ça va favoriser le travail de renforcement de l'envie de travailler au sein d'un club. Donc la fondation d'un club par elle-même. Pour ce qui est du choix de ces éducateurs, c'est évident que je vais m'appuyer sur les gens qui sont déjà en place au sein des structures, des gens qui vont vouloir aborder les CDC avec cette nouvelle façon de penser, donc plus d'être un éducateur plus qu'un entraîneur, donc coller son enseignement aux jeunes par rapport à une planification, et une planification qui va être intégrée dès le plus jeune âge jusqu'à 12 ans. À partir de 12 ans, on va quitter le CDC. Là, on va arriver dans ce que moi j'ai appelé à l'Union Lanaudière Sud la préformation à 13-14 ans. Et puis ensuite, ces jeunes-là vont pouvoir intégrer le centre de formation du club à partir de l'âge de 15 ans. Donc la structure par elle-même est très simple. 3 CDC dans chacun des secteurs. Après ça, il y a un resserrement au niveau de l'élite à 13-14 ans en préformation, mais on continue à travailler avec tous les joueurs au sein des secteurs, donc à Repentigny, à Mascouche et à Terrebonne. Et ensuite, on resserre encore un petit peu plus au niveau du centre de formation, toujours en ayant le souci d'offrir le service au plus grand nombre, donc aux jeunes qui vont continuer au sein des 3 secteurs. Donc l'union n'est pas quelque chose qui remplace le soccer qu'il y avait dans ces secteurs, mais quelque chose qui organise, un organisme qui chapeaute, qui organise et qui amène une vision commune pour 3 secteurs qui offrent le soccer. Donc voilà l'Union Lanaudière Sud, et c'était Sylvain Rastello pour le stage de recyclage de la région Lanaudière 2020. Merci. Donc, un grand merci à Sylvain pour nous avoir partagé un peu, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des 3 clubs. Ça nous amène, à la fin de cette vidéo. C'était une vidéo plein d'informations. J'espère que, vous avez, appris quelque chose ou, ça a répondu peut-être à quelques questions que vous avez comme éducateur. Je vous souhaite un excellent été sur les terrains, un bon retour. On vient d'avoir la lumière verte pour recommencer. Les matchs vont commencer bientôt. Il y a toujours, on est même, on est dans le mois de juin, mais il y a quand même beaucoup de foot à jouer pendant cet été. Donc, continuez votre travail. Nous, la région, nous avons besoin des personnes comme vous pour entraîner, pour éduquer nos jeunes. Et pour assurer que le foot, ça monte vers une bonne direction ici à la région. Et donc, on se revoit sur le terrain. Bon été et à bientôt à tous.